Bonjour, nous sommes le 23 février 2022, il est minuit 8 et c'est la troisième édition du French Edition que j'ai décidé de renommer The Whenever the Fuck I Want Podcast parce que en faire un tous les dimanches ça m'emmerdait en fait et vu que je suis pas payé, j'en ai pas grand chose à foutre d'être régulier. Quand on fait un podcast, je pense qu'il faut avoir des choses à dire, à moins qu'on soit spécialisé dans quelque chose. En général, de toute façon, ce qu'ont les gens à dire n'est pas vraiment très intéressant. Ça se résume à leur avis. Donc oui, voilà, j'ai décidé de renommer ça The Whenever the Fuck I Want Podcast. Et je ferai un podcast quand j'aurai envie. Et d'ailleurs, c'est pas forcément relatif au fait que je sois payé ou pas. Que je sois payé ou non, de toute façon, mon patron, c'est moi. Donc, je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Et si j'ai pas envie de faire certaines choses, il y a d'autres gens qui le font pour moi. Ou j'essaye de leur faire faire. Hein. C'est pas toujours évident. De quoi est-ce que je pourrais bien parler là aujourd'hui maintenant? Mais écoutez, la Joe Roganite aiguë qui avait occupé la Twittersphère, je sais pas comment on dit, américaine, là, durant les 15 derniers jours, a fini par se calmer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais mis à part le fait que, enfin, cette affaire de podcast de Joe Rogan et puis de Nelly versus Nelly Young qui a fait pas mal de bruit avec d'autres artistes qui se sont cassés en faisant tout simplement du chantage à Spotify sous le prétexte de désinformation, alors que la façon dont Joe Rogan a pu se défendre sur Facebook était assez intelligente, on va dire ça comme ça. Il soulignait quand même le fait que ce qui hier était de la désinformation s'avérait en fait exact. Enfin, ce qui était de la désinformation hier s'avère être aujourd'hui de l'information en fait, et ça on peut dire merci aux lanceurs d'alerte par exemple qui prennent quelquefois des risques qui quelquefois risquent leur vie, hein. On peut le dire comme ça, parce que quand on dénonce des lobbies industriels, quand on dénonce les agissements de certains royaux, de milliardaires, de politiques, on prend un certain risque avec sa vie. Alors la vérité, elle peut vite s'effacer, tout comme une vie. C'est ce que montre un peu la morale de certaines histoires. Donc oui, Twitter s'est calmé concernant Joe Rogan, et maintenant le trend principal, outre le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est évidemment la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine que Vladimir Poutine a déclaré ne pas vouloir envahir et qu'il est évidemment en train d'envahir, mais ça ne surprend personne. En tout cas, moi, ça ne me surprend pas, étant habitué au fil des années aux gesticulations guerrières qui se mettent en place quand il y a des mouvements géopolitiques importants. Et ben là, ça a pas loupé, hein, c'est un petit peu le même scénario. On fait des menaces de droite, de gauche, on dit non, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, et puis on dit mais si, tu vas le faire. Puis l'autre il dit bon, d'accord, moi je vais le faire. Comme ça, il se donne raison, et puis il se donne une bonne raison de faire la guerre. Alors, outre le fait que ça fait quand même beaucoup de trillions, tout ça, dépensé en armes, en armes de destruction massive, en avions, en porte-avions, en missiles, en flingues, et beaucoup de gens déportés, déplacés, tués, hein, femmes, enfants, et que ça apporte pas grand-chose.
Moi, je me suis quand même posé pas mal de questions dernièrement concernant les Américains. Et une des questions que je me posais, puisque je m'intéresse à pas mal de choses, et entre autres à ce qu'on appelle le real estate, c'est l'immobilier, je me suis posé une petite question, c'est est-ce qu'on est en phase en fait d'une deuxième tentative d'invasion de la part des Américains. Alors, quand je dis deuxième tentative d'invasion, c'est je vais rappeler quand même que durant la deuxième guerre, enfin la fin de la deuxième guerre mondiale, quand les Américains sont soi-disant venus nous libérer, alors que en fait le plus gros du travail était fait par les résistants. Les Américains sont arrivés avec le Coca-Cola, les chewing-gums, mais également des billets tout prêts. Ils avaient je crois que ça s'appelait l'Amgot, et ils avaient décidé que les Européens en fait étaient trop cons pour s'autogérer, et qu'ils allaient profiter de l'occasion de la libération pour nous annexer, et ça n'a pas marché à l'époque grâce à De Gaulle. Mais pourquoi est-ce que je me pose la question est-ce que les Américains sont à nouveau en train de nous envahir? C'est parce que à force de regarder de lire, mais aussi de regarder des vidéos concernant le real estate, je m'aperçois que les youtubeurs qui font du pognon avec ça, qui sont là en fait pour vendre de l'immobilier, en général de luxe, aux gens riches, commençaient à étendre un petit peu leur champ d'activité ailleurs qu'aux États-Unis. Alors, ils se déplacent un petit peu en Europe, en Méditerranée, dans les pays où ils peuvent aller, quoi. Alors, si à premier lieu, ça peut sembler ridicule, il faut souligner quand même une petite chose, c'est qu'aux États-Unis, n'importe qui peut devenir agent immobilier. Vous avez un petit questionnaire sommaire, on va dire, et il n'y a pas besoin d'être une flèche pour être agent immobilier. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont agents immobiliers. Si vous allez à Los Angeles, par exemple, les gens sont tous serveurs, vendeurs dans des magasins, et acteurs ou artistes à côté, puisque c'est Los Angeles, c'est la capitale de l'entertainment. Mais dans l'immobilier, c'est pareil, vous pouvez avoir un boulot et puis être agent immobilier à côté. Ça ne demande pas vraiment de qualification, alors que par exemple en France, c'est quand même quelque chose de très encadré. Il faut des diplômes, il faut des qualifications. Enfin, c'est vraiment pas la même chose. Et je suis conscient qu'à première vue, la constatation que je tire peut sembler stupide, mais rappelez-vous un petit peu d'Uber. Uber qui est arrivé sur le territoire européen et particulièrement en France, et qui est ce qui a gueulé à l'arrivée d'Uber, c'était les taxis. Parce que les taxis, ils devaient acheter une licence qui coûte la peau du cul, disons-le, qui passait pas mal de temps à rembourser. C'est pareil, c'est un métier qui est quand même encadré. Et là, on a une espèce de disruption qui se passe à travers tout le libertarisme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou libéralisme, mais c'est plus du libertarisme américain qui se sert de la technologie pour en fait détourner certains pans d'activité qui sont réglementés en France et sur le territoire européen, et se l'approprier par la technologie et l'absence de frontières qu'a amené Internet. Autrement dit, vous pouvez avoir une boîte américaine dans l'immobilier qui va étendre son champ d'activité par le biais d'un YouTuber qui va venir faire des vidéos en France
pour vendre des villas ou des choses comme ça. Et cette personne, elle n'aura pas à avoir une licence d'agent immobilier, et elle n'aura pas de frais à payer en France. Ils auront... Donc c'est tout bénef pour eux. Donc je me suis posé en effet cette question-là, est-ce que les Américains sont en train, doucement mais sûrement, par le biais de la technologie, d'essayer de nous envahir? Alors c'est une question qui restera sûrement sans réponse. Enfin, moi la réponse je l'ai déjà, c'est oui, les Américains sont en train de nous envahir à nouveau, et puis ils essayent de le faire d'ailleurs avec la Chine, hein. Vous voyez bien que maintenant les films américains, leur promotion se fait sur le sol américain et deux sur le sol chinois. Alors je reviendrai peut-être une prochaine fois sur la censure chinoise et comment les Chinois censurent en fait, enfin les Chinois investissent dans la production de films américains, mais ils ont leur mot à dire, hein, un petit peu comme Bolloré a son mot à dire sur tout ce que produit Canal+, et qu'il a fini par tuer les guignols. Et aux dernières nouvelles, il s'était immiscé dans le scénario d'une série auquel il avait ajouté son grain de sel, et qu'il avait fait remodeler un petit peu pour que ça convienne à son état d'esprit, ou en tout cas à la mentalité, la moralité, l'état d'esprit qu'il essaye de vendre à travers les médias qu'il a achetés. Donc tout ça pour dire que oui, en fait, la culture est un vecteur, quelque part, de soumission passive. On vous vend des films, des séries américaines, au demeurant, hein, tous et toutes très bien foutus, hein, mais ce qu'on vous vend, c'est... les valeurs américaines. On ne vous vend pas des valeurs françaises. Alors je ne sais pas vraiment s'il y a des valeurs françaises, hein, mis à part liberté, égalité, fraternité. Il faudrait peut-être le rappeler à certains quelquefois. Mais on essaye de... On nous envahit par ce biais-là. Les Américains, ils fonctionnent de cette façon-là. Ce qu'ils n'arrivent pas à envahir par la force, et par le militaire, ils l'envahissent par le biais culturel et par le commerce. Alors oui, donc pour en revenir au sujet de l'Ukraine, de Biden et Poutine et compagnie, alors bon, vous avez vu aussi que Macron a essayé de tirer son épingle du jeu en se faisant mousser et en disant qu'il allait essayer de régler la situation, hein, le grand sauveur du monde à la présidence de l'Europe. Faut qu'il en profite, hein, parce que ça risque pas de durer longtemps. Il s'avère que toutes ces gesticulations, ça n'a au bout du compte servi à rien. Poutine avait depuis longtemps fait son choix, et qu'au final, l'administration américaine avait raison, hein, en disant faites-nous confiance, on a de l'intelligence, on a les services secrets, on a des comptes rendus qui nous informent, qui nous informent de la situation, et il veut envahir l'Ukraine. Alors c'est pas l'Ukraine, hein, qui les intéresse, hein. Ils s'en foutent un petit peu, hein. De toute façon, c'est des histoires de pognon, c'est des histoires de monopole énergétique, toutes ces choses-là. Le peuple, ils n'en ont pas grand-chose à foutre. Là où ce qui illustre un petit peu cette histoire, c'est en fait la perte de confiance du peuple américain envers son gouvernement. Si ce n'est la perte de confiance, tout du moins la défiance, et qui peut se remarquer sur les réseaux sociaux, hein, le bipartisme qui était présent du temps où Trump était président est toujours présent. Il est toujours d'actualité, et on ne peut plus d'actualité d'ailleurs. Et il y a une espèce de scission
qui est en train de s'opérer. Alors comment est-ce que ça va se manifester aux États-Unis? Sûrement pas par une guerre civile, parce que il y aura sûrement des échauffourées ou quelque chose comme ça, mais ce dont j'ai entendu parler et qui reste le plus probable, c'est des États qui vont faire coalition, et il y aura il y aura des États-Unis numéro 2, en gros. Il y aura ceux qui suivront le gouvernement actuel, et puis d'autres qui feront alliance, et puis qui s'en détacheront, et ça risque de ressembler un petit peu aux États-Unis de 1789, ou dans ces environs-là. Excusez mon manque de culture historique, mais du temps de la Louisiane, où c'était Napoléon, ce génie visionnaire, qui s'est demandé, après avoir conquis l'Europe, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre des États-Unis. C'est dire à quel point ce type était un visionnaire. Nous, on a en France, on a eu Napoléon, on a eu Sarkozy, on a eu des nains visionnaires. Voilà, on produit ça une fois tous les 150 ans, 200 ans. On a un ou deux nabots qui arrivent, qui sont outranciers, qui fédèrent le peuple derrière eux, et puis qui ont une vision d'hypermétrope, une vision à long terme d'hypermétrope, ou de myope, ou de presbyte. La qualification, choisissez la qualification qui vous siera. Donc voilà, tout ça, c'est pas joyeux. Alors où est-ce que ça va mener tout ça, cette histoire d'Ukraine et d'Ukraine et de Russie, sûrement à un conflit généralisé, évidemment. Par contre, à mon avis, ça risque peut-être pas de péter là où on l'attend. C'est-à-dire qu'il se passe des choses en Syrie avec Israël, comme d'habitude, tout le coin de la Méditerranée est bien occupé. Il y a quelques années, c'était bien pour aller y passer ses vacances. Là maintenant, c'est bien pour se prendre une bombe sur la gueule. Mais en tout cas, oui, en tout cas, c'est en train de bouger, et les États-Unis sont confrontés au problème, de la défiance du peuple face à son gouvernement, à leur économie qui n'est pas si brillante que ça, et en général, c'est une chose qu'ils couvrent par le biais du militaire, en allant par le biais guerrier, en allant annexer des pays, envahir des pays pour leur piquer leurs ressources. Or, là, ça risque d'être un peu plus difficile, puisqu'il y a quelques jours, la Chine, et c'est pas une surprise, décidé de se mettre du côté de la Russie. Ils ont décidé de dire aux États-Unis et à l'Europe, attention, parce qu'on essaye un petit peu... l'Europe est en train de se casser la gueule actuellement, ça c'est pareil, c'est pas nouveau, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que ça dure, en fait, depuis la crise de 2008, donc presque 15 ans. Il y a une montée du nationalisme en Europe, et le fait qu'on ait forcé un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est même beaucoup les gens à accepter l'Europe. On rappellera que la France avait voté non au référendum de Maastricht, et que c'est ce fameux Nicolas Sarkozy qui a imposé le traité de Lisbonne. Alors oui, cette montée du nationalisme, elle est pas nouvelle. Elle date de la crise de 2008-2010, de la crise financière, et où il y a pas mal de pays, dont la Grèce, qui ont morflé bien correctement, ce qui ne les empêche pas, d'ailleurs, aujourd'hui, après avoir
laisser le peuple crever la dalle, d'acheter, aller savoir pourquoi, des avions, de s'équiper militairement, alors que, bon, 3 bombes et la Grèce, c'est fini, hein, faut pas rêver non plus. Et cette montée du nationalisme qui était latente au départ, elle est maintenant bien visible aujourd'hui. Ça se voit dans le paysage politique français à l'approche des élections. Moi-même, je suis surpris de voir certaines personnes avoir des mouvements qui étaient à la base un peu plus libertaires, avoir des mouvements, si ce n'est racistes, au moins des réactions, si ce n'est racistes, au moins un petit peu réactionnaires vis-à-vis de tout ça, et puis à pencher du côté nationaliste. Quelque part, je dirais que c'est peut-être pas mal, parce que on a fait n'importe quoi avec l'Europe. L'Europe des 7 à la base était peut-être une bonne idée, mais l'Europe, ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi ? Parce que contrairement aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays déjà qui a été vidé de son ethnie première. Hein. On a génocidé les Indiens, et c'était des émigrés qui venaient de partout, d'Europe, d'Afrique et compagnie. Mais c'est des gens qui venaient de cultures différentes et qui se sont rendus sur un même territoire. Alors que là, en Europe, on a un territoire sur lequel on a des cultures différentes. Et là où, dans le premier cas, ça peut marcher, on peut mettre en place une constitution, un fonctionnement démocratique qui va mettre plus ou moins tout le monde d'accord, parce que c'est des gens qui ont quitté l'endroit où ils vivent, donc quitté leurs racines, et contrairement à ce qu'on croit, l'immigration, l'expatriation sur le plan personnel n'est pas quelque chose de facile à vivre. Ça remet en question subconsciemment, inconsciemment ou consciemment beaucoup de choses. C'est difficile d'imposer la même chose, d'imposer le même travail à des gens qui restent sur leur territoire, comme on a essayé de le faire en Europe. Voilà. Donc ça ne pouvait pas marcher. C'est aussi simple que ça. Alors l'Europe est en train de se casser la gueule, et Poutine et la Chine le savent très bien. Et les États-Unis ne sont plus en mesure de faire face et à la Chine et à la Russie, en même temps commercialement et en même temps militairement. Donc il va falloir qu'ils choisissent. Et ça risque de ne pas être drôle tous les jours. Donc on va avoir des prochains mois et des prochaines années, je pense, très agités en Europe et aux États-Unis. Est-ce qu'on risque un conflit armé en Europe ? Je ne pense pas non plus, je peux me tromper. À mon avis, les peuples d'Europe sont trop occupés à justement reprendre un petit peu leur identité et à essayer de sortir de la merde financière dans laquelle en fait l'Europe les a mis, alors qu'à la base elle était là pour concurrencer le dollar. Mais on ne s'attendait pas à ce que la Chine, qui était un territoire fermé à l'époque, se mette un petit peu au capitalisme, et encore moins à des choses comme le Bitcoin, hein, parce que vous avez vu que Poutine a compris le pouvoir de la monnaie décentralisée, et qu'il a fait un pas en avant, en tout cas, si ce n'est vers le Bitcoin, en tout cas vers les crypto-monnaies. Ils s'aperçoivent qu'il y a moyen d'échapper comme ça à certaines régulations et d'obtenir une certaine autonomie. C'est quelque chose qu'on voit aussi, c'est un trend, c'est un sujet qu'on voit pas mal en ce moment sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que les gens, prétendent savoir comment ça fonctionne et comprendre la disruption que ça va amener. Or, à mon avis, ce n'est pas le cas. Et
Deux, il y a des choses qui se développent à ce niveau-là, qui sont encore pas très claires. La décentralisation, c'est bien, mais il y a aussi pas mal d'arnaques qui peuvent se mettre en place. Je parle même pas de ce qu'on appelle les shitcoins, hein, ces crypto-monnaies qui sont créées et qui valent absolument n'importe quoi, qui ne veulent absolument rien dire. Là où la crypto, elle peut être intéressante, c'est avec les DAO, ce qu'on appelle les organisations, enfin administrations et organisations décentralisées. Je ne me rappelle plus du terme exact traduit en français. Mais une monnaie, elle correspond souvent à une identité. Et une identité, elle se base sur des valeurs. Et les valeurs, aujourd'hui, comment est-ce qu'elles se représentent? Elles ne se représentent plus par la politique, parce que la politique, les gens n'y croient plus. Donc, comment est-ce qu'on peut imposer des valeurs? Eh bien, comme l'a fait et comme continue à le faire des gens comme Apple, par exemple. C'est à travers des produits. Alors ça peut être des produits physiques, mais ça peut être aussi des produits dématérialisés. Et c'est là que, à mon sens, tout ce qui est crypto, DAO, NFT, et encore les NFT, c'est un autre sujet. Tout ce petit bazar là qui est en train d'émerger, c'est beau, mais c'est pas prêt. Donc ça va être un petit peu le Wild Wild West pendant quelques temps, le temps que les gens s'aperçoivent soit qu'ils se font entuber, soit que c'est pas vraiment au point. Alors, et puis il va falloir compter aussi sur les banques centrales, les banques tout court, qui vont essayer de s'approprier cette crypto pour venir à bout du cash, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, et pour finir, vous avez vu à quel point le Canada est une démocratie également, puisque Trudeau, suite au mouvement des truckers, des convois routiers qui en avaient marre des sanctions liées à la crise sanitaire actuelle, ont décidé un petit peu de remuer un petit peu le bocal, et puis de bloquer l'économie, ou de bloquer l'économie en bloquant les routes et compagnie. Trudeau a fait la même chose. Elle a dit, puisque vous décidez de bloquer mon économie, je vais bloquer la vôtre. Et il a fait saisir par le biais de la loi, un peu comme on fait passer des lois de force sans demander leur avis aux gens, par le biais du 49.3 en France. Il a bloqué les fonds qui étaient les fonds solidaires, des gens qui donnaient de l'argent en solidarité aux truckers. Il a fait bloquer ces fonds qui étaient détenus par les plateformes, les plateformes de trading de crypto-monnaies. Donc, certaines, pas toutes. Donc ça prouve bien que avec tout ça, il faut faire attention où on investit son argent, à qui on le donne, à quelle plateforme on fait confiance, et qu'il y a encore beaucoup de boulot au niveau DAO, au niveau crypto, avant d'arriver à avoir quelque chose qui puisse réellement concurrencer les systèmes, concurrencer et peser sur les systèmes administratifs et politiques qui ont été mis en place. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a une page Patreon qui a été mise en place. N'hésitez pas à nous soutenir par ce biais-là. Et puis, écoutez, à la prochaine fois.